présidentielles et les élections parlementaires. Et comme vous le savez, ou bien peut-être c'est pour la première fois que vous appreniez cette information, le Rwanda est le premier pays avec un grand nombre de femmes au Parlement, parce que les femmes occupent 30 sièges sur tout l'ensemble de sièges des parlementaires au Rwanda. C'est un chiffre record à travers le monde, parce que la moyenne de la représentation des femmes au niveau du Parlement est de 24%, alors qu'au Rwanda, nous avons presque 62% de femmes au niveau du Parlement. Je parle du Parlement qui a été dissous par le président récemment parce que on allait élire un autre. Et aujourd'hui, on va connaître les résultats des parlementaires qui ont été élus depuis donc le 14 par la diaspora rwandaise et le 15 et le 16 par les Rwandais. Alors, hier, les Rwandais ont voté les parlementaires venant des partis politiques et aussi les candidats qui ont participé comme indépendants. Et aujourd'hui, c'était les élections dans les catégories. Quelle catégorie? Il y a la catégorie des femmes, 30% des parlementaires doivent être des femmes. Il y a aussi la catégorie des jeunes. Les jeunes sont représentés par 2 députés. Et il y a la catégorie des personnes avec handicap. Et cette catégorie est représentée par un député. Bientôt, on va savoir les résultats de ces parlementaires. C'est pour cette raison que ce soir, nous allons voulu traiter le sujet lié aux élections, mais lié aussi au grand débat au niveau du Rwanda et peut-être ailleurs, de 30% de sièges réservés aux femmes au Parlement rwandais. Depuis quelques dizaines d'années, les femmes ont été représentées au Parlement, là où elles occupent 30 sièges. C'est un débat parce que certains disent que quand ces femmes occupent 30 sièges, elles sont aussi élues au sein des partis politiques, ce qui fait que dans le Parlement récent, elles occupaient justement 62% de sièges, surtout tous les sièges du Parlement. Alors les gens disent pourquoi on continue à donner la chance aux femmes d'avoir des sièges réservés rien que pour elles. Alors c'est la raison pour laquelle ce soir on va analyser et discuter de l'importance d'avoir la représentation suffisante des femmes au niveau du Parlement. Sans trop parler de beaucoup de choses, c'était juste une introduction liée aussi à l'actualité des élections que le Rwanda est en train, d'ailleurs a déjà fini. C'est à 15 heures que les gens ont clôturé les élections des parlementaires, mais c'est aussi un sujet d'actualité. Jen, bonsoir. Bonsoir Solange et merci beaucoup. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps en tout cas, même bienvenue encore. Vous me manquiez beaucoup. Oui, oui. Mais je suis là, je suis de retour, nous sommes ensemble et je suis très contente de participer encore dans cette émission Leadership d'Impact et encore plus contente du sujet de ce soir parce que c'est un sujet très important. J'ai entendu des gens qui discutaient, qui disaient mais pourquoi est-ce que vous favorisez encore les femmes? Pourquoi est-ce que il faut encore réserver les 30% rien que pour elles? Est-ce que il y a l'importance que est-ce que ça a donné des résultats positifs leur présence dans le Parlement? Donc les gens croient que donc ils ne voient pas bien les résultats. C'est pour cela que nous devons vraiment en discuter parce que nous en tant que journalistes nous voyons ce qui se passe au niveau des législations, au niveau des lois qui changent, l'impact dans la société. Mais je suis presque sûre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette information et qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est du favoritisme, qui ne voient pas que leur présence, la présence des femmes dans le Parlement du Rwanda, que ça donne vraiment des résultats positifs sur
dans la société. Alors, notre thème se pose la question à qui profite la représentation des femmes au Parlement? C'est vraiment une question qui va trouver de réponses avec les invités de ce soir que tu vas nous présenter. Ah oui, avant de les présenter, j'aimerais aussi rappeler à l'audience que c'est votre émission, comme nous le disons toujours. Nous discutons, nous apprenons ensemble. Et donc, vous voyez que nous avons des carnets et des stylos. Vous aussi, vous devez prendre des carnets et des stylos parce qu'il y aura toujours des choses importantes à retenir. Sur ce, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir les dames que moi, je veux dire que depuis que j'ai appris à écouter la radio et à regarder la télé, j'ai vu ces dames. D'ailleurs, c'est vous trois que je voyais, donc vous êtes mes modèles dans le journalisme et dans les médias. En tout cas, c'est un honneur de vous accueillir ce soir. Nous sommes avec Madame Colette Mukande-Mezo. Elle a été dans les médias depuis, donc elle a précisé la date parce que c'est une date très importante pour elle, le 21 février, sauf que l'année est un peu différente, mais l'année c'est 1996, c'est là qu'elle a occupé ce poste jusqu'au 30 septembre 1999 pour aller à Lorenfort qui est actuellement RBA et c'est là que elle travaille jusqu'à maintenant. Elle est spécialisée, elle est journaliste spécialisée dans la promotion de la famille, la nutrition et la santé. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup à ajouter et qu'elle aussi nous parlera plus tard dans les commentaires. Nous sommes aussi avec Madame Ouizeye Christine et elle a commencé avec Radio Maria Rwanda depuis que Radio Maria s'est installée ici au Rwanda. Elle a travaillé là-bas pendant 3 ans et après elle a aussi travaillé avec Radio Huguka. Pour aller à Lorenfort, qui est actuellement RBA. Elle aussi a été à Lorenfort depuis 2011 jusqu'à 2021. Elle est aussi journaliste spécialisée dans l'éducation aux valeurs familiales. Et elle est aussi spécialisée dans le family planning. Et elle est aussi chargée de la communication dans le planning familial au Caritas Rwanda. Elle a aussi fait différentes émissions sur le Early Childhood Development. C'est une émission de développement des enfants, disons, de l'enfance. Si j'essaie de traduire. Oui. Bienvenue, chère dame. Merci beaucoup, Jeanne. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Jeanne, pour la présentation. Et j'ajouterais que ces deux femmes ont fait un travail de terrain depuis longtemps et elles vont nous donner les impacts dont les gens attendent nombreux sur la représentation des femmes au Parlement. Alors, Madame Christine, la première question est pour vous toutes, mais vous pouvez répondre d'abord, Madame Christine, oui. et puis Colette va réagir aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il est toujours important d'avoir 30% de sièges réservés aux femmes au niveau du Parlement rwandais? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais que avant, c'était très important d'avoir une représentation si active des femmes au niveau du Parlement rwandais. C'était très important parce que les femmes, dans cet état-là, étaient stigmatisées. Ils étaient à côté, la femme était à côté. On disait même qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions. Ils ne peuvent pas diriger quelque chose ou prendre un poste si délicat. Alors à ce moment-là, c'était très important. Et puis je félicite le gouvernement rwandais qui a pris cette décision d'investir la femme dans le Parlement rwandais parce que
à ce moment-là, donc, les femmes rwandaises ont participé activement dans ce Parlement parce qu'il y a des lois, on va le voir tout au long de notre discussion, il y a des lois qui ont été élaborées ou révisées grâce à la présence de ces femmes. Alors, ça fait longtemps que les 30% des femmes au Parlement, donc ça a été une bonne décision et ça prend déjà un peu des années que ce système est là, les 30%. Et cela a permis aux femmes, d'avoir qu'ils sont capables. Ils peuvent être des représentants partout dans le secteur privé. Les femmes, ils sont là, ils ont pris des postes où ils peuvent prendre des décisions. Ils sont partout dans les postes stratégiques. Et je pense et je crois et je suis vraiment d'accord qu'ils ont beaucoup travaillé. Et alors, actuellement, les autres femmes qui ne sont pas dans le Parlement, ils ont vu que la femme est capable de faire quelque chose. La femme peut prendre une décision, il peut diriger un poste si stratégique. Et puis, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur actuellement. Parce que dans les élections, des élections des parlementaires, actuellement, nous avons beaucoup de femmes qui veulent être des membres du Parlement. Oui, il y avait sur les 30%, il y avait 199 candidates. Oui, oui, 199 candidates. Sont beaucoup. Donc, les femmes n'ont plus peur de prendre, d'aller de l'avant, de dire, moi, je peux faire ceci et cela. C'est grand chose. Les femmes, actuellement, ils sont dans des écoles. Ils font des universités, même des PhD. Il allait très très loin. Ils sont partout, dans les postes stratégiques, un peu partout, au Rwanda, même à l'extérieur, dans des organismes si importants. Alors, pour moi, je crois qu'il est temps que la femme commence à penser d'aller dans la compétition maintenant avec les hommes, avec ses frères. Donc, les 30% pour toi, c'est pas encore... ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus important. Donc, ma conviction est qu'actuellement, disons dans les 5 années à venir, oui, dans les 5 années à venir, je pense que ça ne sera plus si important de prendre les 30%, parce que les premiers thèmes qui ont pris le devant, ils ont beaucoup travaillé, et les autres femmes, les filles ont pris la modèle. Donc, ont pris le modèle à ces femmes. Alors, comme ils ont maintenant les connaissances, et comme ils n'ont plus peur d'aller à l'école, de prendre des décisions, de diriger des grandes entreprises, maintenant, et après les 5 ans à venir, il peut maintenant entrer dans la compétition avec ses frères, avec les hommes. C'est ce que moi je pense. Ouais. Colette, oui, par rapport à ça? Oui, premièrement, je vais louer la force des femmes. La force est immense. Il y a une organisation que j'apprécie beaucoup. Le réseau des femmes et vraiment pour le développement rural qui a commencé vers les années 87. Et après 1994, on a... Cette femme a eu l'initiative d'avoir le collectif Pro-Femmes Tresehame. Cette organisation, chaque fois, après 1994, chaque fois on a un slogan qui donne la femme la force. Un slogan pour la prise de décision, on doit avoir on doit faire l'épargne, on doit diriger. Chaque fois, c'est à cette époque-là que les femmes ont pris la force de travailler comme les hommes. Et par ailleurs, la femme, j'apprécie les femmes. La femme peut faire beaucoup de choses en même temps. Ah oui.
Et c'est bon que la femme soit dans le Parlement. Vous savez bien que nous avons des femmes rwandaises parlementaires, FFRP. Les hommes sont aussi membres pour cette institution. Alors, Sauf si forum. la femme... C'est un forum. Oui, un forum. Des femmes parlementaires. Des femmes Mais vous rwandaises dites parlementaires. que les hommes aussi adhèrent. Oui, oui. Alors, si la femme fait une chose, je demande pardon aux hommes. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, faire la cuisine. Si on fait la cuisine, on doit avoir les épices et les ingrédients. C'est bien, l'homme peut acheter beaucoup de choses, peut faire le stock, mais la femme ajoute les ingrédients et les épices, ça fait qu'on peut avoir. Pour que la vie Et ait un la bon saveur. La saveur. Oui. Alors, le détail des femmes, les femmes font le détail dans toutes choses. Et c'est pourquoi que la femme doit avoir l'accès dans toutes les activités du pays. Alors, dans le Parlement, s'il y a une femme, l'enfant peut avoir le plaidoyer. Les personnes qui ont des problèmes différents peuvent bénéficier de cela puisque la femme est là. Et pour moi, c'est bon que la femme peut avoir cette opportunité de 30%, oui. Mais avec le temps, on est sur le même pied d'égalité, je ne sais pas. En tout cas, la femme est très forte, très forte. Alors, nous avons aussi les lois qui nous aident de mettre en œuvre les politiques différentes, y compris la loi régissant le patrimoine des mariés, des cadeaux et de la succession. Et aujourd'hui, la femme peut avoir le patrimoine chez elle et chez son mari. C'est bon. Alors qu'auparavant, on peut aussi donner tout, même la vache. L'homme peut s'asseoir ici. Ah oui, cette fille-là doit aller dans notre famille, sans consulter sa femme. Aujourd'hui, vraiment, je loue notre pays qui nous a donné cette opportunité. On est sur le même pied d'égalité avec nos frères. En tout cas, je ne sais pas comment pourrais-je exprimer, mais... Vous aussi, vous croyez que les 30% n'est plus nécessaire ou qu'on a encore besoin de 5 ans ou 10 ans? Après 5 ans, aujourd'hui, nous avons des femmes dans tous les domaines. Vraiment, après 5 ans, nous pouvons faire la compétition avec les femmes, sans exception seulement. Il y a des... Par exemple, des personnes qui ont l'handicap. Et même les jeunes doivent participer. Il faut quand même les donner la force. Et je pense que si on fait comme il faudrait, on peut continuer. Je pense que ce n'est pas un problème de leur donner ces sièges. Et pour continuer à construire. Si on construit et puis on continue à construire comme il faudrait, il faut te donner aussi l'opportunité de continuer. C'est ce que je pense. Ok, merci beaucoup. Jen, vous allez demander si ma question va chez Madame Christine. Si jamais le pays décide qu'après 5 ans, il y aura une compétition, est-ce qu'il n'y aura pas des risques que les sièges vont encore diminuer et qu'il va y avoir encore des vides dans le Parlement, alors que Madame Colette avait parlé des ingrédients, des épices, est-ce que ces épices n'auront pas le risque de manquer si jamais ils introduisent encore la compétition? Moi, je crois non. Parce que les femmes ont étudié. Les femmes ont maintenant de la force. Les femmes ont été soutenues par le gouvernement. Oui, donc la femme a été soutenue d'une façon palpable.
Et ça fait déjà des années que les 30% sont connus, sont mis en œuvre. Et moi, je crois que ça serait un échec si vraiment, après 5 ans ou même 10 ans, je ne sais pas, si on dit non, il ne faut pas, donc ce favoritisme, que ça s'arrête et que ces 30% descendent, ça sera un échec pour nous et pour nous les femmes et pour le pays aussi. Parce que si on a étudié, parce que si on nous a donné cette opportunité pendant des années, il faut toujours en profiter. Il ne faut pas aller il ne faut pas se baisser. Il faut que le nombre continue à augmenter même pendant la compétition. Oui. Et je voulais rappeler que les 30% de représentation de femmes, c'est pas seulement au Parlement, c'est dans le secteur, dans tous les postes de prise de décision, dans le secteur public et même privé. C'est même encouragé dans le secteur privé. Mais Christine, quand on analyse, on remarque que la représentation des femmes, elle est grande au niveau du Parlement, justement. Mais quand on analyse d'autres instances de prise de décision, par exemple, dans les gouvernements locaux, au niveau des districts, au niveau des locales, on ne voit pas un grand nombre. Et on ne voit pas un grand nombre de femmes. Par exemple, si peut-être les maires, avec les récentes élections, on a vu quand même un grand nombre de femmes maires. Mais quand il s'agit, par exemple, de vice-maires chargés des affaires économiques, sont presque tous des hommes. Alors, quand on analyse les secrétaires exécutifs des districts, on remarque qu'ils sont presque tous des hommes. Alors, quand on voit les vice-maires chargés des affaires sociales, sont presque toutes les femmes. Et un homme, je pense qu'il y a un homme ou deux qui sont des vice-maires chargés des affaires sociales. Il y a une certaine connotation qui se donne. La société n'accepte pas encore que l'homme peut être chargé des affaires sociales. Donc, tu vois que ces rôles liés au genre, c'est toujours présent, même au niveau des gouvernements locaux. Mais c'est quand même aussi important de dire qu'au niveau de l'exécutif, du cabinet ministériel, on voit que c'est à 50% femmes, 50% hommes. C'est bon. Mais quand on va encore plus loin dans le secteur privé, là, les femmes sont vraiment presque inexistantes dans la prise de décision des grandes sociétés. Alors, est-ce que c'est... Parce que ce n'est pas seulement au Parlement, c'est c'est même dans la Constitution, on laisse que les 30% de sièges de prise de décision, ça doit être occupé par les femmes. Dans tous les secteurs. Alors, si jamais on dit, alors dans 5 ans, est-ce que vous êtes sûr que les femmes sont suffisamment équipées au même pied d'égalité que les hommes pour qu'elles puissent vraiment commencer la compétition? Ok, moi je m'étais arrêtée sur le Parlement seulement. Mais si on avance dans le secteur privé, dans le gouvernement local, donc le nombre de femmes c'est encore très bas. Il est encore très bas. Je pense que là il ne faut pas y toucher tout de suite. Il ne faut pas y toucher tout de suite parce que on a besoin que les femmes aussi donc se voient dans ce secteur, surtout le secteur privé, même dans le gouvernement local. Ça on ne peut pas toucher. C'est encore tôt. Mais pour le Parlement, c'est ce que je disais que d'ici 5 ans, les femmes peuvent entrer dans la compétition. On peut trouver de bons candidates qui vont faire la compétition avec les hommes. Oui, je crois oui. Je crois oui. Oui. Alors, il faudra modifier un tout petit peu, mais pas dans des autres secteurs, seulement sur le Parlement peut-être. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le secteur privé, le gouvernement local, là vraiment, les femmes sont presque... on ne les voit pas. Le nombre est encore très bas. Et alors, il faut que les Profemmes Tout et d'autres institutions qui font la plaidoirie pour les femmes continuent à travailler sur ce.
pour que la femme aussi dans le secteur privé se voit dans ces institutions-là. Dans le gouvernement local, il faut qu'ils apparaissent là-bas. Oui. Alors, non, nous avions discuté de la présence des femmes dans le Parlement, mais les gens peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on insiste. On dit que c'est presque qu'on peut maintenant, qu'on va maintenant arriver au niveau de la maturité, qu'il va falloir abolir les 30%, mais seulement dans le Parlement. Mais il y a l'importance, il y a des choses qu'ils ont fait, il y a des lois qu'elles ont participé à changer ou même à mettre, à réviser. Et vous pouvez nous parler de ces lois pour que les gens puissent un peu comprendre de cette importance. Et surtout leur impact. Oui. Je veux parler sur la force affirmative. On dit ça, la force affirmative, 30% depuis. Je vais dire aussi sur son point que Mme Solange a dit que les femmes occupent les affaires sociales. Je dis que les affaires sociales sont transversales dans toute une vie de la population. J'apprécie beaucoup que la femme soit dans cette poste. Si elle est là, elle a un œil très, très large pour la vie de toute la population. Je vais donner un exemple. Une femme dans la maison, elle voit tout. Même les chats. Oui, la femme a un œil vraiment très, très grand. Ce qui dit que si la femme occupe cette poste, ça donne une vie meilleure de toute la population. Vraiment, c'est bon. Quelquefois, on dit il faut que je sois pour le poste économique. Oui, c'est bon. Mais si je suis là, en ce qui concerne les affaires sociales, je peux donner des idées et puis on peut modifier. Aujourd'hui, nous avons plusieurs choses, comment dire, les différents fonds pour aider la population, que ce soit les personnes âgées, plus âgées. Je pense que c'est le bras de la femme qui peut... La femme, en tout cas, fait beaucoup de choses. Si on a si on est là comme les femmes, il faut que la femme et l'homme soient complémentaires pour avoir, comment pourrais-je dire? Pour avoir le résultat. Oui, le résultat avec négociation, je dis négociation efficace. Si on est ensemble, on négocie, on prend des décisions, on peut trier, alors c'est bon que la femme soit dans les affaires sociales. C'est l'impact socio-économique dans notre communauté, que ce soit à la maison. Je peux dire que la femme est gérante on peut dire que la femme est gérante de la famille. Si on gère bien de la famille, on peut faire cela aussi dans les institutions de base. Alors, tout le monde peut avoir une santé saine. C'est ça. Ok. Donc, pour toi, les femmes qui sont au niveau de vice-maire chargée des affaires sociales, c'est bien qu'un bon nombre soit des femmes plutôt que des hommes? En tout cas, j'apprécie cela. C'est bon. Parce que moi, donc j'ai une idée contraire, différente de Colette. Donc notre pays, notre communauté veut changer au niveau des tâches de l'homme et de la femme. Il faut que ça change dans tous les sens. Et par exemple, on dit que le poste des affaires économiques sont pour les hommes. Donc les hommes sont privilégiés à ces postes, à ce genre de poste. Et les femmes aussi sont privilégiées aux affaires sociales. Mais si on parle du genre, il faut que notre communauté, notre société change aussi. La femme elle aussi peut prendre ce poste des affaires économiques. Il est capable. Il a fait des universités, il a fait de quoi, des baccalauréats et autre chose. Il est capable.
Il a confiance. Actuellement, les femmes ils ont de la confiance de soi-même, et d'elles-mêmes. Et je crois que l'homme aussi peut prendre ce poste des affaires sociales et il est capable aussi de le faire. C'est la question de changement de comportement, d'écriture que nous avons vécu dans la communauté dans laquelle nous avons évolué. Oui. C'est ce que moi je pense. Oui, oui. Et Jane avait posé la question sur l'impact. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui montrent que la représentation majoritaire ou même suffisante de femmes au Parlement a eu un impact sur les lois qui ont favorisé un changement positif sur les autres femmes et même sur la société? Oui, il y a des exemples. Par exemple, Colette l'a dit, la loi sur la succession. Et auparavant, la femme n'avait pas droit au patrimoine de son père et sa mère. À l'héritage. À l'héritage. Il n'avait pas droit à l'héritage. À cause de cette loi, donc la révision de la loi de succession, maintenant la femme, il est parmi des enfants qui prennent l'héritage chez son père et sa mère. Il y a aussi la loi sur la violence sexuelle, la lutte contre la violence sexuelle. Et la femme, vous savez très bien que la femme, même actuellement, vous savez que le changement de comportement, ça prend du temps. La femme n'avait pas droit justement à la succession, à l'héritage. La femme n'avait pas droit à l'éducation. Donc, entre la fille et son frère devrait d'abord aller à l'école et l'autre rester à la maison. C'était comme ça. Et la femme était, je dirais, comme un objet au point de vue sexuel entre femme et son mari. Donc, l'époux, quand il arrivait à la maison, il pouvait dire, toi, j'ai donné la dot chez tes parents, alors tu dois, si je te demande, oui, tu dois faire ton devoir. Tu fais ton devoir. Mais je pense, et c'est sûr que cette loi change petit à petit la mentalité des hommes et des femmes et de la communauté en général. Oui. C'est des exemples. Grâce à ces lois différentes, on a pu avoir la connaissance aussi des violences, les différentes violences. Il y a la violence domestique, et il y a la violence aussi économique et la violence psychologique. Toutes ces violences étaient appliquées aux femmes d'une façon simple. On trouve que la femme, c'est comme une chose. On peut la battre n'importe quand. On peut lui priver le droit d'aller travailler. De l'envoyer chez ses parents quand l'homme le veut. Et n'ont même pas le droit au compte, à la banque. Tu dois demander la permission d'aller à la banque. Chaque fois, on doit être mandataire. Tu ne peux pas avoir accès au crédit. En tout cas, c'est bon aujourd'hui, la femme a une vie vraiment, je ne sais pas. C'est le résultat des femmes qui sont dans des différents postes de prise de décision. En tout cas, c'est le résultat pour tout le pays, pour les enfants. Et les enfants, la fille doit rester à la maison et le garçon doit aller étudier. On a oublié cela. Est-ce que si les femmes n'étaient pas au Parlement, est-ce que ces lois n'auraient pas changé?
si on est dans une situation, c'est quelqu'un qui a un problème de pneumonie, comment on dit ça? Pneumonie, c'est pneumonie. Un problème. Si on est dans une situation, tu dois défendre cela plus que tu vis dans cette situation. Et alors la femme ou toutes les femmes ont joué un grand rôle pour le changement de comportement, des valeurs. Il y a est-ce que je peux dire des valeurs, des comportements vraiment... Et des normes sociaux. Comment dirais-je, des comportements de violence pour des hommes qui pensent qu'ils sont là et les femmes sont en bas sur le tapis. On doit les faire comme tu veux. Par exemple, tu peux passer, quelqu'un fait comme cela, sur la face. Oh non, c'est la violence. Là, c'est la violence physique. Tu ne peux pas accepter. Après tout, si je veux... Et moi aussi, je dois avoir comment pourrais-je dire, mon corps est sacré. Te protéger. Le droit de protection. Ah oui. Alors, les différentes lois qu'on a élaborées ont changé la vie de toute la population. Et même les enfants. On doit battre les enfants pour eux, pour les donner les éduquer chaque fois. Mais on dit à Tinyarwanda, il venait quoi. La chicotte ne change pas de comportement. Ça affecte le corps, mais ça n'affecte pas. Ça ne change pas d'attitude. Il y a une femme qui m'a dit un jour, aujourd'hui, on travaille sur les lois, sur la loi plus que la personnalité. Par exemple, si je trouve ce téléphone-là, je peux le prendre et je mets dans la poche. Est-ce que ma personnalité, ma conscience, alors si la conscience doit me dire, ah, c'est pas toi, ça ne t'appartient pas. Alors, ça peut être l'impact ou les conséquences des harmonies. Comment? Oui. En tout cas, il faut que la conscience, si la conscience ne travaille pas comme il faudrait, on fait des bêtises. Alors, les lois qu'on a élaborées, la participation des femmes dans des différentes institutions, je pense qu'il y a eu le résultat d'avoir la conscience qui est active, je peux dire comme ça. Donc, j'allais demander, est-ce que ça profite à qui? Vous avez parlé des enfants. On ne bat plus les enfants parce que la loi ne permet pas de battre l'enfant. Est-ce que ça profite aussi aux hommes? Bien sûr que parce oui. Parce que quand on parle de ces lois, il y a les hommes qui disent, ah, vous... Et notre président vous a donné plus d'avantages que nous. Et vous a donné le droit même de nous désobéir. Je fais la traduction. Oui, et c'est comme ça que je crois que, comme le président et le gouvernement en général, ils ont donné les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Les hommes pensent que c'est pour les minimiser. Est-ce que ces lois dont vous avez cité, la loi sur la succession, la loi sur la famille, la loi de lutte contre la violence et la protection des enfants, est-ce que ces lois vraiment ça profite aux femmes? Vous avez parlé des enfants. Est-ce que les hommes n'ont pas de profit à ce qui au résultat venant de la mise en œuvre de ces lois? Oui, justement, ces lois, la mise en place de ces lois ou la révision de ces lois, donc même les hommes, donc toute la communauté, d'ailleurs toute la communauté, toute la famille, l'homme et la femme et les enfants profitent de la présence de ces lois. Pour l'homme, par exemple, Colette l'a dit bien, si par exemple la femme travaille actuellement, il prend le bus, il va à l'Ouganda, il traverse, il arrive même au Kenya avec bus pour aller faire du business. Et de retour, c'est de l'argent qu'il amène à la maison.
Et donc, l'homme a eu vraiment une personne, une femme qui l'aide à rehausser l'économie de la maison. Quand l'économie de la maison est rehaussée, donc l'homme passe par-ci et la femme passe par-ci et tout le monde, et l'homme et la femme mettent ensemble ce qu'ils ont récolté d'ici et là. Donc, la famille grandit en économie. Et puis, nous savons très bien que là où il y a un manque de l'argent, des moyens. La pauvreté. Et là où il y a la pauvreté, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conflits, il y a des conflits. C'est pas toujours le cas, mais il y a des conflits. Alors, je crois et je suis sûre que l'homme qui a profité, qui a bien attendu et qui a extériorisé la présence de ses rois, connaît ce que c'est la femme actuellement. Oui. C'est un proverbe rwandais, je vais essayer de traduire. Une meilleure femme, une meilleure famille. Voilà. C'est le proverbe de nos ancêtres. C'est pas nous qui nous a... C'est pas... Oui. Alors, si on a une femme vraiment qui est Mutima Urugo, le cœur de la famille. qui a tout. Alors, c'est la femme, plusieurs fois, qui amène la paix dans la famille. Et on dit, si on dit que la femme amène si la femme parle dans la maison ou dans la famille, c'est la machette qui vient, c'est pas vrai. Ça peut arriver qu'il y a une femme qui peut être gachourie, je ne sais pas. Les problèmes, les conflits dans la famille. Mais la femme, vraiment, c'est le cœur, oui, de la famille. Si le cœur bat comme il faudrait, la famille doit avoir la paix. Alors, le cœur et la tête doivent travailler de pair. Si on a alors la force économique, la force sociale, la force du cœur, toute la famille doit avoir la paix. Ce n'est pas la famille seulement, même le milieu, le village, je vais passer par les Cibots, le village et même la nation. Ce n'est pas la nation seulement, et même les continents, tout, ou le monde entier, oui, oui, peut avoir la paix si la femme a la paix, ou si la femme a des accès aux différentes choses, de faire la promotion de la famille. Alors, je vais alors retourner sur la famille. Quelquefois, les journalistes font des émissions sur la femme, sont des femmes. On pense que c'est une chose simple, mais non, c'est pas vrai. C'est solide. Et même les enfants. Si on n'éduque pas les enfants comme il faudrait, tu travailles sur les enfants, j'ai continué ce que tu as... ce que j'ai initié. Oui. Alors, si l'éducation, on doit faire l'éducation d'un enfant... De son bas âge. De sa conception. Oui, de sa conception, oui. Alors, ça, c'est la spécialité des femmes. Et tu peux avoir cet enfant-là, il a une éducation... Douteuse, qui n'est pas bonne. Alors, si on peut observer cela, surtout les femmes font des observations chaque fois. Sur l'attitude des enfants. Oui. Même l'enfant, si tu prends ton enfant comme cela, tu peux, cet enfant va uriner par exemple. C'est la femme qui peut oui. Alors, la femme vraiment est très forte. Et doit aussi utiliser sa force comme il faudrait pour bâtir, pour construire comme il faudrait. Sa famille, la société. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça va être possible de recevoir leur participation, mais vous pouvez utiliser le numéro que vous voyez sur l'écran pour
envoyer les messages WhatsApp, mais si jamais vous voyez que sur votre heure, le temps est déjà passé, ou si jamais vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez mettre vos commentaires. Donc, nous pouvons toujours recevoir votre participation et vous répondre. Donc, nous pourrons continuer les discussions, même en ligne, même après la fin de l'émission en direct. Nous sommes presque à la fin. Et on se demande si les autres pays peuvent apprendre du Rwanda, de cette expérience d'avoir beaucoup de femmes au niveau du Parlement, mais aussi dans la prise de décision. Est-ce que vous donnerez ce conseil aux autres pays africains de faire comme le Rwanda, Christine? Oui, merci. Je crois que les autres pays sont déjà au courant de ce qui se passe au Rwanda en ce qui concerne les 30% au Parlement, même dans les autres secteurs privés, gouvernement local et autres. Et parce que on entend toujours à la radio, à des différentes télévisions qu'il y a un groupe de parlements des pays venant d'ailleurs qui sont venus voir comment ça se passe, comment les 30%, comment le Rwanda s'est organisé pour que les 30% dans tous les domaines, les secteurs du pays fonctionnent comme il faut. Même dernièrement, l'ARFEM avec l'Association des femmes rwandaises des médias. Oui, l'ARFEM avec Profam Twessehamwe, ils ont reçu un groupe de femmes parlementaires qui sont venues voir comment ça se passe. Je crois que le Rwanda, c'est un bon exemple, un bon modèle pour les autres pays. Dans l'avant-midi, je lisais différents articles sur les 30%. Dans le Parlement rwandais, j'ai vu que le Bénin, le Nigeria, les femmes dans le Parlement augmentent. Et puis, puisque le Rwanda est le premier pays dans le monde qui a instauré les 30%, et jusqu'à maintenant, comme vous l'avez dit, Solange, donc le Rwanda est le premier pays qui a instauré les 30% des femmes. Bien sûr il doit être le modèle, les autres doivent venir et ils viennent aussi, nous le connaissons bien. Ils sont là, ils voient ce qui se passe au Rwanda, ils viennent, ils prennent et puis ils vont appliquer chez eux. Oui, parce que nous sommes suivis par d'autres téléspectateurs au niveau de l'Afrique francophone et peut-être ne savent pas ce qui se passe ici au Rwanda. C'est bien que vous dites qu'ils peuvent venir visiter le Rwanda et voir comment ces femmes dans le Parlement ont pu changer la vie des autres femmes, mais aussi la vie de la société rwandaise en général. Alors, en allant vers la fin, qu'est-ce que vous diriez aux hommes qui n'acceptent pas toujours cette réalité, que la femme peut être mère, peut être ministre, peut être... Je sais qu'on voit que c'est possible, mais je sais qu'au fond du cœur, ou quand je discute avec certains hommes, ils disent non, les femmes ne sont pas nées pour gouverner. Elles sont nées pour rester à la maison, s'occuper des enfants, savoir si ils ont mangé, nettoyer la maison. Vous êtes en train de faire le rôle qui n'est pas le vôtre. C'est comme ça que certains hommes disent. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message en se basant sur justement ces changements que les femmes au Parlement ont apportés? Ah oui, j'aime beaucoup des proverbes. Il y a, je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Wamba injamba, hagiri jambo. Bon, celui qui est habillé, qui est mal habillé, en rayon, et il ne peut pas prendre la parole devant l'Assemblée. Oui. Alors, si la femme a de l'argent sur la poche, en tout cas la famille, et chaque fois, j'ai entendu des hommes qui disent que si la femme
de l'argent, je dois m'asseoir, je ne peux rien faire. C'est pas bon. Ou bien Alors, oui, oui. Et oui. Les hommes là qui disent non, puisque vous avez pris mon rôle d'aller chercher à manger pour de nourrir la famille, continuez à le faire, moi je vais m'asseoir. En tout cas, c'est très dommage. Oui, notre système est patriarcal, oui, mais si on travaille ensemble, on a vraiment le développement Rapide. Oui, oui. Je pense que ces hommes vraiment se trompent. S'il y a une femme qui travaille avec et l'homme travaille aussi, cette famille vraiment est célèbre. On travaille, on part ensemble, on a les revenus doubles. Alors, une autre chose pour les hommes, et même toute la société, toute notre société dit que si l'homme travaille avec sa femme, il y a la sorcellerie, les gris-gris, on dit que Qu'il est ensorcelé. Il y a cette communion, cette complémentarité à la maison. Par exemple, l'homme nettoie les enfants, amène le bébé au vaccin. Voilà. On va dire que la femme a donné des gris-gris. Des gris-gris, quelque chose. Elle a donné des gris-gris. On dit la famille ou le foyer, c'est pour deux. Si on est ensemble, c'est pour vos enfants, vous deux, l'homme et la femme. Les pensées pauvres, on peut dire pauvres. Si on pense que la femme qui est avec sa femme, son époux plutôt, si on travaille ensemble, on pense que ce n'est pas un problème, or c'est la solution. Alors ces hommes-là, je ne sais pas si on dit c'est l'éducation, ce sont des conflits familiaux, je ne sais pas les causes de ces choses pareilles, en tout cas, il faut vraiment éviter. Puisque si on travaille ensemble, on a le développement, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit économique, dans tous les sens, la famille soit vraiment en bon état. C'est ce que je peux dire. Moi, je dirais qu'il y a des hommes qui le disent pour le dire seulement. Oui, parce qu'il connaît déjà la valeur de la femme. Oui, il connaît déjà la valeur de la femme. Et donc, je dirais que les hommes peuvent profiter de cette opportunité qui a été donnée à la femme et qui est productive. Oui, c'est l'opportunité qui est productive. Il est productif pour l'homme qui fait partie de la famille, pour la femme et pour les enfants. Donc, il faut aussi, je crois qu'il fallait aussi avoir des discussions pendant lesquelles il y a des témoignages des hommes et des femmes qui ont pris le devant pour promouvoir le genre, promouvoir le genre dans la famille. Alors je dirais aux hommes, profitez-en. Parce que l'opportunité qui a été donnée à la femme, c'est l'opportunité de l'homme, de l'enfant et de toute la famille, de toute la communauté, et de toute la nation et le monde tout entier. Notre question, Jen, c'est seulement la seule. Il y a des lois qui ont passé alors qu'on avait beaucoup de femmes au Parlement. Par exemple, la loi qui réduisait le congé de maternité. Vous l'avez appris, c'était quelques années, il y a peut-être 3 ou 4 ans depuis ce jour-là. Donc, c'est la loi, je pense que c'est la loi c'est le code du travail, où on disait que le congé de maternité était de 3 mois, on a réduit jusqu'à 45 jours. Alors, cette loi est passée au Parlement. Et récemment, il y avait un débat sur l'âge de mariage, où on disait que la fille de 18 ans peut entrer en mariage. Dans les mariages. Il y avait un débat qui disait comment les femmes peuvent accepter cela.
que le congé de maternité soit réduit, alors qu'elles sont nombreuses au Parlement. Alors ma question est celle-ci. Le fait d'avoir beaucoup de femmes, est-ce que ça veut dire que toutes les lois doivent être en faveur de la femme? Le congé de maternité, ce n'est pas en faveur de la femme seulement, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. L'enfant doit être avec sa mère pour téter. Pour longtemps. Oui. On doit donner l'enfant le sein 6 mois sans autre chose, pendant 6 mois. 45 jours. C'était ça, cette loi était là. Et c'est pour ça qu'il y avait eu donc comment on appelle, le fonds là qui permet maintenant aux femmes d'avoir 3 mois. Si vous savez, quand les gens qui payent les taxes le savent, il y a une taxe qui a été initiée pour la maternité. On appelle ça maternité. Qu'on déduit sur chaque employé, qu'il soit de l'État. C'était pour compenser justement les cas. C'était pour encore prolonger jusqu'à 3 mois. Alors, tout le monde doit connaître que l'enfant doit être avec sa mère longtemps. C'est pas pour le profit de la femme, c'est le profit de toute la nation même. Si l'enfant grandit comme il faudrait, il va être une personne modèle dans la communauté. Alors, c'est pas pour le profit de la femme seulement, c'est pour tout le monde, c'est ce que je pense. Alors, comment cette loi a pu passer? C'est des gens se sont posé la question, Christine. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de femmes, ça veut dire qu'une loi en défaveur de la femme ne peut pas passer? Peut-être quand il y a d'autres intérêts publics du pays. Moi, je pense qu'il y a d'autres enjeux qui entrent dans le jeu. Si, par exemple, on a travaillé jusqu'à ce que tous les agents de l'État doivent donner quelque chose pour que les femmes puissent prendre son congé. La femme puisse prendre son congé de maternité. C'est qu'il y a autre chose. C'est que peut-être, moi, je pense que c'est au niveau donc au niveau de l'État, je pense que l'État avait un problème peut-être de pouvoir donner, de pouvoir compenser. C'est au niveau des moyens. C'est ce que moi je crois. Au niveau du secteur privé, parce que ils craignaient que les gens du secteur privé ne vont plus engager les femmes par la peur que les femmes vont tomber enceintes et demander le congé prolongé. Donc je crois que c'est pour cela qu'ils ont initié ces fonds pour donc compenser si jamais la femme prend le congé prolongé. Oui, c'était ça. Alors, c'est maintenant l'heure pour le journal. Alors, Anna, à la fin, je dirais que le fait qu'il y a beaucoup de femmes au Parlement, et ça ne veut pas dire que... Ou le fait qu'il y a certaines lois, peu de lois qui défavorisent la femme ont passé, ça ne peut pas effacer beaucoup de lois dont vous avez signalé, qui ont été en faveur des femmes. Donc c'est... En tout cas, moi, ce que je viens d'apprendre de ces discussions, c'est que même ces lois qui défavorisent, disons un peu la femme, c'est pas parce qu'ils défavorisent vraiment la femme, mais c'est parce que ça doit jouer aussi en faveur de toute la famille. Donc, si jamais ça va favoriser la femme, mais qu'il y aura une perte de l'autre côté, donc ils ont essayé de balancer. Moi, je vois plus ça comme en défaveur de la femme, mais c'est comme en faveur de la famille. Donc, moi, je comprends. Après ces discussions, j'espère qu'aussi j'espère que les autres aussi ont compris. Merci beaucoup, chers invités. Merci, Colette, de votre participation. Merci, Madame Christine. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. Ça a permis d'éclairer ou de donner l'impact
où la valeur ajoutée d'avoir beaucoup de femmes au Parlement, parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été élues, parce que votées ou même initiées, parce que les femmes étaient là. Je me souviens, en allant à la conclusion, dans 10 ans avant, on ne voyait pas la femme sur le titre de propriété. Vous avez acheté une maison, vous avez construit une maison avec votre mari. Et sur le papier, là, le certificat de propriété, il y a seulement l'homme. La femme n'était pas là. C'est 50-50%. Donc maintenant, on voit que c'est 50%. Oui. Et c'est Christine, 50%. C'est Y, 50. Oui. Donc on voit que c'est égal. Oui, Donc ça, la plupart des pays africains n'ont pas ça. Il faut qu'eux aussi cherchent à avoir cela, parce que ça permet aux femmes, vous l'avez dit, d'accéder au crédit, parce qu'elles peuvent montrer, voilà, j'ai aussi une garantie. Donc si vous me donnez 10 millions, j'ai un titre de propriété quelque part. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment vous avez montré que les députés, un grand nombre de femmes, la présence de femmes au niveau du Parlement a contribué à avoir un impact non seulement sur les femmes, mais aussi sur la société, comme vous l'avez mentionné. La société, on parle de l'homme, de la femme, des enfants et de la famille et du pays en général. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous durant toute une heure. Et l'émission Leadership d'Impact, c'est tous les mardis, ça traite des sujets ayant trait avec l'Afrique, le développement socio-économique de l'Afrique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons parlé justement de la représentation de femmes dans le Parlement au Rwanda. Et on espère que ça vous a inspiré. Vous pouvez continuer, comme Diane l'a dit, à donner vos points de vue, à réagir sur YouTube, parce que l'émission est déjà en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Diane. Au revoir, merci.